Après sa dernière sortie médiatique qui a créé un électrochoc dans le landerneau politique camerounais relatif à sa candidature à la tête du MRC, elle refait surface et à cet effet, l'invité vedette de ce nouveau numéro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons sur ce plateau Maître Michel Ndoki. Elle est vice-présidente du groupe des femmes du MRC. Nous parlons aujourd'hui d'elle, du MRC, son parti et du Cameroun. Bonsoir Maître. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Et ravi d'être de retour, ça faisait longtemps. Alors, vous avez certainement perdu du poids, Maître. Oui, c'est un compliment. C'est comme ça que je le prends. Alors, on peut dire que votre déclaration autour de votre candidature, les réactions autour ont fait en sorte qu'il y ait une incidence? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que j'ai perdu du poids parce qu'il y a eu des réactions il y a un mois? Oui. Non. J'ai perdu du poids bien avant ça. J'ai progressivement perdu du poids depuis ces 2 dernières années parce que je suis l'exemple de très nombreux modèles qui nous enseignent qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et à faire attention à sa santé, surtout quand on arrive à un âge avancé comme le mien. Alors, Maître, avant d'intégrer le parti, le MRC en 2016, est-ce que vous avez pris la peine de lire les statuts? Avant d'intégrer le parti, une fois que je l'ai intégré, je l'ai non seulement lu les statuts, les règlements intérieurs et fait appliquer, parce qu'en dehors de mes responsabilités comme première vice-présidente du groupe des femmes, je suis responsable de la circonscription de Douala-Premier. À ce titre, je devais organiser l'implantation du parti dans cette circonscription, qui est un fief du parti au pouvoir, donc il fallait connaître les textes. J'ai passé beaucoup de temps à les étudier, ça c'est clair. Et j'ai été conviée à intégrer l'équipe de révision des statuts en 2018. Alors, puisque vous l'ignorez pas, Maître, le parti dispose à son alinéa 27, article 27, alinéa A, que le président national du parti, les vice-présidents, le secrétaire national, les secrétaires nationaux adjoints sont élus au début de chaque convention ordinaire ou, le cas échéant, extraordinaire pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois au scrutin de liste. Alors, pourquoi avoir accepté d'intégrer un parti qui donne la possibilité au président du parti de faire 3 mandats de 5 ans et le contexter après? Quand je suis rentrée dans le parti en 2016, la version des statuts qui était applicable était la version initiale, c'est-à-dire celle qui a été adoptée au moment de la création du parti en 2012. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 2017, fin 2017, alors que nous étions en train de préparer la convention, il nous a été confié la tâche de réviser les statuts, de voir s'il y avait des dispositions qu'il y avait lieu de supprimer, de moderniser, ou des dispositions qu'il y avait lieu d'intégrer. Nous avons fait un travail de nettoyage, un travail de réflexion et parmi les dispositions des statuts qui ont été modifiées, il y avait cette disposition relative à la durée des mandats et au nombre de renouvellements. C'est en tout cas le souvenir que j'en ai. Donc, je ne sais pas de quelle version, de quel statut vous êtes en train de parler, parce que lors de la discussion, je suppose que c'est à ça que vous faites Oui. allusion. Lorsque j'ai fait ma déclaration de candidature, il y a une grande discussion qui s'en est suivie sur une partie de ma déclaration qui consistait à dire le mandat du président étant renouvelable une fois, de 5 ans renouvelable une fois, le professeur Kamto est arrivé à l'issue de son second mandat. Oui. Logiquement, il est en train de préparer la succession puisqu'il venait d'annoncer l'organisation de la convention. Oui. Je me suis donc portée candidate dans le cadre de l'organisation de cette convention pour sa succession, entre autres, qu'il était en train de préparer. Alors, il faut rappeler, Maître, que même sans se référer aux modifications intervenues du congrès de 2018, Maurice Kamto a encore le droit de faire acte de candidature pour un nouveau mandat de 5 ans en 2023 à la tête du parti, s'il le veut. Qu'en dites-vous? Vous affirmez quelque chose, vous voulez savoir ce que j'en dis, je ne sais pas. D'après les je ne statuts. sais pas d'où vient cette... D'après les statuts, bien évidemment. Oui, mais je continue de poser la question, vous m'avez coupé alors que j'étais en train d'expliquer oui, que
Lorsque nous avons travaillé sur les statuts en 2018, nous avons adopté des statuts qui annulaient les statuts précédents. L'article 27 auquel vous faites référence est l'article 27, à ma connaissance, des débats qui ont suivi ma déclaration, Oui. de la version 2012. Puisque l'une des choses qui a été déclarée, c'est que l'article relatif à la présidence du MRC est aujourd'hui l'article 28. La version des statuts qui se trouve sur le site internet du MRC intègre un article 28 et non plus 27, qui parle du nombre de mandats et qui fait référence effectivement à 2 renouvellements. Ceci étant, on assiste aujourd'hui à une évolution de la polémique. Dans un premier temps, la polémique était de dire ce que Michel Ndoki dit est faux. Oui. C'est pas un mandat renouvelable une fois, mais c'est 2. Et puis il y en avait d'autres qui disaient c'est un mandat renouvelable une fois, mais il y avait un article 48 qui disait que le premier mandat, c'est-à-dire de 2012 à 2018, ne doit pas être pris en compte. Et puis il y a une autre version qui dit les 2, c'est-à-dire à la fois ces 2 renouvellements et on ne compte pas le premier mandat. Ma position par rapport à ça est que il ne m'appartient pas de dire ce que disent les statuts. J'ai parlé en tant que cadre du parti, leader du parti, de la connaissance que j'ai des statuts. À partir du moment où il y a une discussion, et ce n'est pas une discussion que je suis la seule à animer, vous avez plusieurs personnes parmi les membres du directoire qui disent plusieurs choses différentes. Je crois qu'il est du devoir du secrétaire général du parti de produire les statuts authentifiés ou authentiques, c'est-à-dire un document signé avec un procès-verbal qui est le procès-verbal de la dernière convention, Oui. qui disent voici les statuts tels que nous les avons adoptés, déposés au ministère de l'administration territoriale. Si ça n'est pas fait, vous imaginez bien qu'il reste une incertitude sur l'authenticité des statuts, puisque chacun en a un souvenir, chacun en a une version, Oui. que la version qui est sur le site internet n'offre aucune garantie d'authenticité. Comment ça? C'est de concert que cette version a été mise sur le site du Vous parti? supposez, ou bien vous parlez de résultats d'une investigation que vous avez menée C'est en tant l'ensemble des que... personnes qui ont travaillé sur les tests qui ont mis cela sur le site. Encore une fois, c'est une supposition que vous faites, ou bien c'est le résultat d'une enquête que vous avez menée en C'est ce tant qui que devrait être journaliste. préalablement fait. Exactement, c'est ce qui devrait. Mais ce qui devrait, cher monsieur, c'est que personne ne devrait discuter. On devrait tous être d'accord sur la nature et le contenu des statuts. Or, ce n'est pas ce qui est. Et nous sommes en train de discuter de ce qui est, pas de ce qui devrait. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles il me paraît nécessaire de repenser la manière dont les affaires du parti sont conduites est celle-là. C'est que sur certaines questions, vous avez régulièrement des incertitudes. On parle de ce qui devrait et on a du mal à démontrer que dans la réalité, ce qui devrait correspond à ce qui est. Aujourd'hui, ce qui est, en ce qui concerne les statuts, c'est que finalement, on ne sait pas quelle est la version authentique parce que ceux dont c'est la responsabilité n'ont pas été en mesure jusqu'ici. Je parle sous votre contrôle parce que il me semble que vous étiez invité et que vous avez fait la démarche de faire la recherche. Oui. Ceux dont c'est la responsabilité n'ont pas été en mesure de vous produire des statuts dont ils puissent démontrer qu'ils sont authentiques. Alors, on va avancer dans cet entretien, Maître Michel Ndoki, et entrer de plan fouet. En 2021, vous avez quitté le Cameroun pour des raisons de sécurité. En Où novembre étiez-vous passé? 2020. En fin novembre 2020, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai quitté le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Alors, les circonstances d'ordre sécuritaire qui ont influencé votre départ auront-elles évolué positivement? Si oui, comment? Je ne sais pas. C'est moi qui ai décidé de partir. C'était pas le résultat d'une injonction de ceux qui mettaient en danger ma sécurité. C'est moi qui décide de revenir Oui. sans attendre Et pourquoi la êtes-vous permission. revenu? Parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire à l'intérieur du parti comme à l'extérieur, parce que j'ai commencé il y a 10 ans à m'engager dans l'œuvre de transformation de mon pays et que je n'ai pas terminé. Vous êtes venu à l'initiative de vos camarades? Permettez-moi de répondre à votre question.
et parce que je crois que c'est pas quelque chose que je peux faire étant à l'extérieur du Cameroun. Voilà pourquoi est-ce que je suis revenue. Et j'ai entendu votre question. Non, ce n'est pas l'initiative de mes camarades, parce que je crois que la situation des militants du MRC aujourd'hui est telle que la plupart des gens vous décourageraient en tant que leader de parti de revenir au Cameroun. Je me suis entretenue avec un certain nombre de représentants de l'autorité, de corps diplomatiques, Oui. et leur appréciation est que la situation sécuritaire, la situation sociopolitique au Cameroun n'encourage pas des personnes qui représentent soit l'opposition, soit même des organisations internationales. Il ne vous aura pas échappé que il y a un certain nombre d'organisations internationales dont les représentants venaient ici régulièrement pour faire des missions d'observation, pour prendre des témoignages, recueillir, s'entretenir avec les tenants de l'autorité de l'État sur la situation des droits de l'homme. Or, voilà un certain temps qu'elles ne viennent pas non plus. Donc, la situation sociopolitique est préoccupante. Nous avons 95 personnes militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun encore en détention aujourd'hui pour le prouver. Nous avons perdu un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun en détention à Nubel il y a quelques semaines. Cela démontre bien que nous ne sommes pas dans une situation sociopolitique apaisée. Par rapport à ça, on a le choix. On peut dire c'est trop dangereux, je m'en vais. On peut dire c'est dangereux, je dois prendre du recul. Oui. Et on peut dire ensuite c'est dangereux, mais je rentre chez moi parce que c'est chez moi et que je veux travailler pour que ça ne soit plus dangereux et pour que les générations qui viennent après moi aient envie de rester ici. D'accord. Alors, nous allons bondir cette fois sur cette question tout en restant dans le contexte maigre. Alors, si on vous posait la question de savoir, est-ce que le MRC est une organisation politique en crise? Si oui, à quoi est-ce qu'elle est due? C'est une organisation politique, je dirais, en phase de transition. Je dis ça parce que il me paraît que la crise a été la réalité du MRC pendant au moins les 3 dernières années, peut-être même 4, depuis 2018 et depuis les manifestations qui ont suivi les dernières élections présidentielles. Oui. Nous avons connu une répression et une oppression sévère, avec des arrestations en masse. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées entre octobre 2018 et septembre 2020. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a encore 95 qui sont en détention aujourd'hui, depuis plus de 2 ans. Oui. En tout, on doit avoir dépassé les 600 personnes qui ont été interpellées à un moment ou un autre, entre 2018, comme je disais, et 2020. Évidemment que cela a un impact sur la mobilisation au sein du parti. Et ça, c'est sans compter les nombreux enlèvements, les tortures qu'ont subies des membres, les interdictions de réunion, les invasions de nos sièges respectifs ou régionaux, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Kosamba, j'en passe au nord, des forces de police ou des agents de l'administration, sous-préfecture, préfecture, qui débarquent à l'intérieur d'un domicile ou à l'intérieur du siège et qui obligent les gens qui sont là à partir en disant que vous ne pouvez pas avoir une réunion. Donc, quand on est victime d'une répression et d'une oppression aussi sévère, évidemment que cela provoque une crise de confiance, une crise de mobilisation, une crise de détermination, j'ai envie de dire. Oui. Donc, il y a eu cette crise. Il y a eu aussi les élections en 2020 et la convocation du corps électoral en novembre 2019, si ma mémoire ne me trahit pas, suivi de notre décision de ne pas participer au scrutin de février 2020. Cette décision aussi n'a pas été comprise aussi bien par la base électorale que par l'électorat
au sens plus large. Je crois que ça aussi, ça a durement impacté la mobilisation au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, et j'espère contribuer par le travail que nous engageons aujourd'hui pour promouvoir ma candidature, mais pour encourager le renouvellement des organes de base qui est en cours au sein du MRC. Aujourd'hui, on est dans la phase où il faut reconstruire, il faut repartir, il faut remobiliser. Donc, je considérerais que nous sommes sortis de la phase de crise, la phase où on accusait le coup, et que nous sommes aujourd'hui dans la phase où on se relève et on se porte vers l'avant. D'accord. Maître Michel Doki, arrêtez-moi si je me trompe. Vous avez intégré le MRC en 2016. Oui. Alors, quelle est votre plus belle expérience et quelle est la pire expérience que vous avez vécue au sein de ce parti? La plus belle, c'était le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. C'est un très, très grand moment, à la fois pour une militante et pour une avocate, je crois. Je crois que c'est ce qui restera. Oui. Et quel était le rôle que vous avez joué au Conseil constitutionnel? Je sais pas le dire. Je pense que c'est à ceux qui ont regardé. On a eu la chance extrême que cet événement soit retransmis en mondovision, comme on dit ici. Oui. Je crois que c'est aux autres de dire ce que ça a changé dans la vie des Camerounais. Pour moi, c'était l'opportunité unique de parler directement à ceux qui, en définitive, sont en charge. Le Conseil constitutionnel est probablement, en tout cas pour moi, juriste, l'institution la plus respectable de ce pays, parce que c'est le gardien du socle fondateur de notre nation, c'est le gardien de la Constitution. Et c'est une occasion unique dans une vie que de parler aux gardiens de la Constitution, donc du temple Cameroun, pour leur dire qu'ils ont un rôle à jouer et que nous avons besoin qu'ils jouent leur rôle pleinement, alors que le Cameroun a mal à son unité, a mal à ses institutions. Donc, ça, c'était la plus belle expérience. Ce qu'il en est ressorti, j'ai envie de dire que le Conseil constitutionnel n'ait pas changé sa décision ou que ça n'ait pas changé les résultats qui ont été proclamés. C'est accessoire. Je ne pense pas que sérieusement nous y allions en espérant que ce miracle se produirait. En revanche, nous avons vu un autre miracle se produire. C'est des millions de Camerounais à travers le monde qui tout d'un coup se sont dit, hommes, femmes, jeunes, parfois même enfants. J'ai des témoignages aujourd'hui de personnes qui sont en terminale aujourd'hui, donc qui étaient encore plus jeunes en 2018, qui tout d'un coup se sont dit, il se passe quelque chose qui concerne le Cameroun et ça me concerne moi. Je crois que c'était ça le pari que nous faisions et que c'est un pari que nous avons amplement gagné. Ça, c'était la plus belle expérience pour moi. Alors, c'est reste à dire que ce sont toutes ces expériences qui ont motivé votre candidature ou alors la déclaration de votre candidature à la tête du MRC? Il est très clair que je suis portée par cet héritage, je suis portée par les acquis du parti et les réalisations de ceux qui nous ont précédés, qu'il s'agisse des fondateurs du parti ou de Maurice Kamto. Je pense que on ne peut pas décemment sous-estimer ou minimiser l'immensité de son apport à la place que le MRC occupe sur la scène politique aujourd'hui. Je pense que sa personnalité, sa pugnacité, sa détermination et son incroyable ardeur au travail ont fait énormément pour installer le MRC dans le paysage politique et dans la mémoire de nos compatriotes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant et que il y a des choses aussi que nous devons assumer. J'ai parlé des élections du boycott de 2020 tout à l'heure. Il y a aussi le fait que quelque part, après les protestations qui sont nées des fraudes massives et des résultats frauduleux qui ont été déclarés en 2018, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, hein, les résultats qui ont été publiés ne reflétaient pas la volonté des Camerounais. Après donc la série de protestations
qui ont été consécutives à cette déclaration, je crois que progressivement, le parti a été touché par une forme de radicalisation que l'on a associée au cœur du parti, et que cela a, à terme, ou progressivement desservi le parti, qui au départ avait acquis de manière très juste et très méritée la réputation de parti œuvrant pour le changement dans la paix. Oui. Petit à petit, on s'est éloigné de cela, et de plus en plus de personnes se sont mises à dire que c'était un parti de radicaux et que c'était un parti ethnocentré. Et je crois que nous n'avons pas fait suffisamment pour barrer la route à cette perception qui est erronée. J'aime à dire que je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Oui. Je suis la règle au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous venons de tous les endroits que vous pouvez imaginer au Cameroun, vraiment. Et que cette diversité ne se voit pas suffisamment, et que nous devons travailler aujourd'hui pour que le MRC soit perçu par l'ensemble des Camerounais comme le Cameroun en miniature. Alors, au regard de cet argumentaire que vous venez de donner, quelle est la perception que vous gardez toujours du boycott aux élections législatives et municipales de 2019? J'en garde la perception que la base militante et l'électorat en ont donné, parce que c'est eux qui comptent, c'est eux les plus importants. Autant en tant que leader, j'ai compris la posture qui était celle du leadership qui a pris la décision, qui était de dire: on a la preuve que les élections ne sont pas transparentes, continuez de jouer ce jeu-là, c'est encourager le pouvoir en place à poursuivre sur sa voie. Autant j'entends et je crois que la voix de la base et la voix de l'électorat, qui est de dire, même dans un contexte aussi vicié, Oui. nous devons tenter notre chance et nous devons nous mobiliser pour être sûrs d'avoir des représentants dans les bureaux de vote et d'avoir un système assez solide de contrôle du processus de décompte des voix pour limiter l'impact de la fraude. Je crois que cette voie-là devrait prévaloir, et qu'en conséquence, ça n'a pas servi le parti de boycotter les élections. 2 ans après le boycott, nous avons vu, je l'entends souvent dire par certains militants, nous avons vu l'impact de notre appel au boycott. Oui. Il y a une sensible diminution du taux de participation. Mais fondamentalement, une fois que cette démonstration de force a été faite, qu'est-ce qui change pour le Cameroun? Pas grand-chose. Et c'est ça qui est important. À vous entendre parler, on a comme l'impression cette décision de ne pas participer aux élections législatives et municipales a été prise de manière unilatérale au sein du parti. Je ne sais pas ce qu'on vous voulez dire par unilatéral, c'est-à-dire que ce n'était pas collégial, oui. C'est-à-dire que le Conseil national, qui est l'organe qui aurait été convoqué pour prendre cette décision, n'a pas vraiment été mis en mesure de prendre cette décision. Oui, c'est quelque chose que j'ai dit et redit. Pour moi, ça ne souffre pas de discussion. Le Conseil national, il faut le savoir, je l'ai déjà dit par ailleurs, a été réuni le lundi, le dernier jour du délai pour déposer les dossiers. Oui. Il a été réuni à 9h, à 10h30, Maurice Kamto était déjà en train de rendre publique la décision du Conseil. Avant cela, moi personnellement, j'avais eu des informations selon lesquelles nous n'allions pas aux élections. Je ne crois pas que, tel que Maurice Kamto l'a raconté lui-même, le déroulement de cette réunion symbolise le processus de décision démocratique dont nous devrions nous enorgueillir. Je ne crois pas. Je crois que dans un processus démocratique, pour être concret, on a un Conseil national qui est réuni, il doit être réuni bien avant le dernier jour du délai. Hein. Les raisons qui ont été invoquées pour justifier notre non-participation, l'absence de transparence du processus électoral, étaient valables 2 semaines avant. Donc il n'y avait pas de raison d'attendre, d'encourager d'abord. Et au début, lorsque le corps électoral a été convoqué,
très clairement le leader du parti à encourager les gens à participer, à constituer leur dossier, etc., publiquement. Donc, il ne s'est rien passé de nouveau pendant 2 semaines. On aurait dû convoquer le Conseil national au départ et appeler véritablement ceux qui allaient se présenter, ceux dont l'engagement allait être testé, à se prononcer et tenir compte de leur décision. Parce qu'ensuite, c'est plus facile pour l'ensemble de la base militante d'assumer les conséquences, même si ce que le leader a prédit se produit. On aurait alors eu une décision comme portée à la connaissance du public, comme le Conseil s'est réuni et par 60 voix contre 30, 40 voix contre 20, a décidé que nous n'irions pas aux élections. Ce n'est pas ce qui s'est produit. D'accord. Permettez-moi de revenir sur votre déclaration de candidature. En l'annonçant, vous avez argué la non-éligibilité de Maurice Kamto à partir de 2023. Or, il se trouve qu'au regard des textes, notamment des articles 28 et 48 fixant le nombre de mandats du président national du MRC, le président actuel est encore en droit d'être candidat pour 2 mandats s'il le souhaite. N'avez-vous pas le sentiment d'avoir trompé l'opinion, Maître Michel Ndoki? C'est la 2e fois que vous revenez sur cette question. Je reviens dessus et je vais l'appuyer. Oui, mais tout à l'heure, quand on en parlait, vous avez dit article 27, maintenant vous dites article 28. Donc, je vais vous renvoyer à la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on considérerait que je trompe l'opinion. À la limite, je pourrais me tromper moi. Mais ce n'est pas une question qui concerne l'opinion, c'est une question qui concerne les militants du MRC. Les élections vont être organisées. Les personnes qui se présentent au poste vont être jugées d'abord sur leur éligibilité. Et ça commence par moi. Il faudra que je remplisse les conditions. Oui. Il en sera de même pour tous les autres candidats. En fonction de ce que les organes compétents auront décidé, les personnes qui ont été retenues iront aux élections et le meilleur gagnera, c'est ça qui compte. Alors, il faut dire également que le secrétaire adjoint du parti, secrétaire général adjoint, je vais dire, confirme que les statuts en ligne, c'est la version authentique. Oui. C'est la version authentique bien, et que Maurice Kamto peut se représenter jusqu'à 2000. Ça fait plusieurs fois que je ne sais pas pourquoi est-ce que la conversation tourne autour de Maurice Kamto et de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Je pense qu'il serait temps que vous demandiez à Maurice Kamto d'ailleurs s'il a l'intention de se présenter parce que ça a l'air d'être considéré comme un automatisme et c'est bien dommage. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que vous soyez sur ce plateau pour essayer d'éclairer les lanternes de l'opinion, non seulement au sein de votre parti, mais aussi au sein de l'opinion nationale. Je ne m'appelle pas encore Maurice Kamto et je n'entends pas que ça change. Je répète que vous devriez interroger Maurice Kamto sur ses intentions au lieu d'entretenir comme ça une polémique en son nom, en donnant l'impression qu'on est en train de parler d'une opposition entre lui et moi. Je crois que pour déterminer s'il y a une opposition entre lui et moi, il faut commencer par lui demander. La dernière fois que moi, je lui ai demandé, parce que j'ai pris la peine que personne d'autre manifestement ne veut prendre, nous n'avions pas d'opposition. Les textes seront appliqués tels que les organes compétents le souhaitent et puis nous aurons le président que la base militante du MRC souhaite en 2023. C'est tout ce qu'il y a à retenir là-dessus. Alors, nous allons avancer. Vous avez rencontré Maurice Kamto la semaine dernière au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à Oudia, avec qui vous avez échangé. Le compte rendu de votre échange laisse entendre que le professeur serait contre l'alternance à la tête du parti. En 2023. En 2023. Alors, pouvez-vous nous en dire plus du contenu de vos échanges? Non, je ne vais pas vous en dire plus. Vous allez aller voir le professeur Kamto. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous voir. Pourquoi vous voulez qu'on aille le voir? Parce que c'est lui qui pense et que ce n'est pas normal que on fasse de l'information comme on le fait aujourd'hui. J'en profite pour le dire. Je trouve regrettable aujourd'hui la manière dont les médias traitent l'information au Cameroun. C'est dommageable. Je crois que le premier devoir d'un spécialiste de l'information, c'est d'aller à la source. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, il se généralise un comportement qui consiste à aller regarder sur les réseaux sociaux ce que X dit, que Y a dit, que Y pense, ou Z pense. Qu'on devrait aller demander, si on s'interroge sur ce que pense ou veut ressent le professeur Kamto, on devrait lui demander
Ne pas lui poser la question donne l'impression qu'il n'est pas accessible et je crois que c'est une injustice à lui faire. Et je pense que ça devrait être la même chose pour tout le monde. Vous m'avez fait le plaisir de m'appeler ici pour me demander ce que je pense et je vous le dis volontiers. Je crois que ce n'est que justice que vous fassiez la même chose pour le professeur Kamto. Alors, nous allons avancer et on va vous le concéder volontiers. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fera la différence avec Maître Michèle Ndoki comme présidente du MRC? J'ai envie de dire qu'il y a il y a des choses qui se voient, donc je vais pas les mentionner. Allez-y. Non, mais je pense qu'elles se voient vraiment tellement. Si je suis présidente du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, déjà, il y aura une grande différence dans les coiffures des deux présidents. Plus sérieusement. Mais sauf que la coiffure ne peut rien apporter à un peuple. Exactement. Non, plus sérieusement, ce que j'entends faire pour le parti, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est travailler pour remobiliser. Je pense que mon histoire, mon expérience peut servir à remobiliser parce que lorsque je parle des répressions, de l'oppression dont le parti a été victime, je parle d'expérience. Je ne parle pas uniquement de quelque chose que je raconte et que ça peut servir le parti de voir que quelqu'un qui a traversé ce que j'ai traversé est encore enthousiaste, décidé, a des idées, une vision et qu'elle a envie de la partager. Donc, l'une des choses, c'est remobiliser notamment la jeunesse, remobiliser autour d'un modèle qui est différent. Et cela veut dire remettre en question des a priori comme ceux que j'entends depuis le début de cet entretien. Quand quelqu'un est président d'une formation politique, il a automatiquement envie de le rester. Ad vitam aeternam. Quand on se présente à la présidence du parti, alors qu'on a un autre président, alors on se présente contre lui parce qu'on veut lui arracher quelque chose. C'est autant de perceptions qu'il faut remettre en question et je crois que notre jeunesse, et particulièrement notre jeunesse militante, j'ai entendu beaucoup de jeunes militants dire, mais on ne peut pas sérieusement dire publiquement, comme l'a fait le secrétaire général adjoint, Maurice Kamto sera encore là jusqu'en 2023. Ce n'est pas acceptable. Il faut imaginer, comme le professeur Kamto l'a fait en 2012, que la limitation des mandats est une partie de notre identité et que c'est quelque chose de souhaitable. Parce qu'à un moment, il faut qu'une dynamique de renouvellement constant s'installe pour qu'on ait une dynamique d'amélioration constante. Ça veut dire que le secrétaire est en train de se tromper ou bien? Non, il est en train d'exprimer son opinion, il y a droit, mais ça veut dire que... Est-ce une opinion ou alors c'est ce qui vient des textes du parti? Je vais pas pouvoir vous répondre différemment. Vous allez finir par exploser notre temps d'émission et ennuyer nos téléspectateurs. Ça fait plusieurs fois que Puisque là, on a comme l'impression de ne pas vous comprendre. Non, vous n'avez pas l'impression de ne pas me comprendre. Vous avez l'impression de ne pas être satisfait de ma réponse et c'est deux choses différentes. Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Oui. Et je ne vais pas changer de réponse, quel que soit le nombre de fois que vous revenez sur cette question. J'étais en train de parler des jeunes et je disais que cette dynamique de changement est quelque chose qu'ils souhaitent. Et je pense que avec la campagne que je vais lancer et que l'équipe autour de moi, parce qu'il faut dire que c'est un scrutin de liste, ce n'est pas un scrutin uninominal, les élections à la tête du parti, que notre équipe portera cette dynamique de renouvellement des énergies et de modernisation. Il y a d'autres choses que je pourrais citer. Une qui me tient à cœur, ou deux qui me tiennent à cœur, c'est de séparer les fonctions administratives et politiques au sein du parti. Aujourd'hui, elles sont confondues. Le président du parti est celui qui a la main mise sur le processus, par exemple, de convocation des organes. Oui. C'est celui qui va fortement influencer le processus de prise de décision. C'est celui qui va être à la tête de toute l'organisation sur la gestion financière du parti. Pour moi, il faut séparer ces fonctions-là. Il y a une fonction administrative et il y a une fonction politique. Les candidats au scrutin ne doivent pas forcément être ceux qui ont les plus hautes responsabilités au sein de l'organisation elle-même. Et à ce sujet, c'est le deuxième point, lorsque les textes du parti ont été écrits pour la première fois,
avant d'être modifié juste avant la création du parti en mars 2012, ma mémoire ne me trahit pas, il y avait une disposition sur les primaires. Parce que la philosophie des fondateurs du parti était de considérer que diriger le parti ne faisait pas de la personne qui le dirige le meilleur candidat à un scrutin à un moment donné. Que les besoins du parti ne se confondent pas, pour dire ça différemment, avec les besoins du Cameroun. Donc, pour moi, il faut remettre à l'intérieur des statuts cette disposition et organiser des primaires. Une compétition, parce que la compétition pousse tous les compétiteurs à faire de leur mieux. Que de cette compétition ne peut sortir que le meilleur candidat, et que le meilleur candidat est celui qui a le plus de chances de remporter l'autre compétition, qui est la compétition, je prends l'exemple des élections présidentielles, mais qui est la compétition pour la présidentielle, ça peut s'appliquer à d'autres. Donc, cette disposition sur les primaires me paraît importante. J'espère aussi, et je terminerai par là, stimuler une implication plus grande, plus importante et de meilleure qualité des femmes dans la vie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons un certain nombre de femmes déjà qui sont impliquées, mais je pense que on a encore de la marge de progression en ce qui concerne le rôle qu'elles jouent dans la définition de la stratégie du parti, dans la définition des programmes que le parti va défendre, dans la mobilisation, etc. Donc, pour moi, voilà les choses qui changeraient avec Michel Ndoki, président du MRC. D'accord, je vais insister, Maître. Quels sont les manquements spécifiques que vous aurez à corriger dans la gestion du professeur Maurice Kamto? Alors, je ne veux pas le présenter comme les manquements du professeur Kamto, parce que c'est pas le sujet. Encore une fois, je me bats contre cette perception. Puisque si jamais il se présente, il sera pour eux. Alors, à ce moment-là, chacun présentera sa vision de la manière dont le parti doit être géré. Et il ne s'agira pas de choisir, de remplacer quelqu'un qui a échoué par quelqu'un dont on veut qu'il réussisse, mais de choisir le programme qui nous plaît le plus entre deux. Ce qui peut vouloir dire que les deux programmes sont plaisants. Hein, je tiens beaucoup à ce que cette évolution devienne une réalité. Nous devons vraiment nous habituer à considérer que la compétition ne signifie pas que celui qui est là a failli. Elle signifie qu'on veut aller plus loin. Justement, et le professeur Maurice Kamto n'est non plus parfait. Encore une fois, il faut que vous l'interrogiez lui sur ses acquis et sur ce qu'il entend faire. Moi, la seule chose que je peux faire à ce stade, c'est vous dire ce que j'entends faire moi. Et vous, on vous pose cette question en tant que concurrente? Non, vous ne pouvez pas, parce que le professeur Kamto n'a pas encore annoncé sa candidature. Je ne suis concurrente avec personne pour l'instant. Si jamais il s'est présenté en tant que candidat. Nous reprendrons cette conversation à ce moment-là. Ok. Alors, Maître Michel Ndoki, vous allez regarder cette caméra et nous dire quels sont vos rapports avec le ministre Laurent Esso, le garde des Sceaux. Je n'en ai aucun. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la télévision. L'avant-dernière fois, ça devait être il y a, ma foi, une quinzaine d'années, parce que j'avais un oncle qui était un de ses parents aussi, qui était décédé. Et je l'ai vu parce qu'il rendait un hommage et que j'étais assise dans la foule. J'ai aucune espèce de rapport avec monsieur le ministre de la Justice. Vous n'avez jamais eu d'acquaintance ou alors un quelconque rapprochement? Je ne l'ai jamais vu comme je vous vois. Comme je vous vois là, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir d'aussi près. Ça vous étonne? Alors, quels sont vos rapports maintenant avec... Pourquoi ça vous étonne? Je suis sûre qu'on est des millions de Camerounais comme ça. Allons-y. Quels sont vos rapports avec le délégué général à la Sûreté nationale, monsieur Martin Bargangele, dit le père de la police? Pareil, je n'ai jamais vu. Je pense que j'ai demandé une audience il y a quelques années, mais que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait? Non. Vous en êtes sûr? Vous avez des photos? Puisqu'il s'agit là de rassurer l'opinion publique qui est en train de nous Je regarder ne sais pas pourquoi actuellement. l'opinion publique. Alors, si il s'agit de rassurer l'opinion publique et pas simplement de répondre à la question, j'aimerais dire à l'opinion publique que je suis ennuyée, que je serais ravie d'avoir de meilleurs rapports ou de me rapprocher de monsieur le délégué général à la Sûreté nationale et monsieur le ministre de la Justice.
parce que je considère que ce sont de grands serviteurs de l'État et qu'ils sont serviteurs de l'État depuis très très longtemps et que c'est un honneur Oui. de pouvoir échanger avec eux et sur ce que nous pensons qu'ils font bien et sur ce que nous pensons qu'ils ne font pas correctement du Alors, tout. de quoi voulez-vous exactement échanger avec lui? Voilà, j'aimerais par exemple parler avec le ministre de la Justice, de l'état de notre justice en tant que praticienne du droit. Je trouve que notre système judiciaire est d'une inefficacité absolument affligeante et j'aimerais bien pouvoir échanger avec lui là-dessus, s'il m'en donnait l'occasion. Oui. Si jamais ça peut arriver, c'est une demande d'audience, monsieur le ministre. J'attends avec impatience que vous vouliez bien me l'accorder. Alors, cette autre personnalité, quels sont vos rapports avec le ministre Atangandi? Pareil, je n'ai pas de rapport avec le ministre Atangandi. Lui, par contre, je l'ai rencontré, comme je vous vois, en décembre 2019. C'était pas une conversation très agréable. Je l'avais dit au présentateur qui était avant vous, le présentateur de 7 minutes pour convaincre. Donc, ce n'est pas... Et nous précisons la visite avec au sortie du prison. Oui, on était quelques semaines après la sortie, quelques jours après la décision du boycott. D'ailleurs, le boycott avait été une des questions qu'il avait abordées. C'était pas une conversation très agréable, donc je n'ai pas spécialement envie, par contre, là, de renouveler l'expérience. Ah bon? Non, en général, quand quelque chose vous laisse un mauvais souvenir, vous n'avez pas envie de recommencer. Si? Alors, vous vous souvenez de la fameuse lettre d'excuses destinée au président Paul Biya annoncée par Armand Okol, un des membres du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, après votre sortie de prison sur une chaîne de télévision attribuée à Maurice Kamto. Alors, pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cette fameuse lettre? Je ne me souviens pas du tout, je ne sais même pas. Armand Okol est un nom qui me parle, mais honnêtement, je ne me souviens absolument pas. C'est un membre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À cette époque-là, ça avait beaucoup jazzé. PCRN? Oui. Ah, d'accord. Okay. Je connais mieux le sigle. Ah, mais non, je peux pas vous en dire quoi que ce soit, je ne me souviens pas du tout. Aucune idée. Non, franchement, désolé. C'était en quelle année? C'était après votre sortie de prison. D'accord. Dans mon souvenir, dès que nous sommes sortis de prison, en début octobre, je suis partie en déplacement. On a convoqué le corps électoral. Je suis revenue. On a décidé qu'on n'allait pas aux élections et je me suis lancée dans la campagne du boycott. Cette lettre ne m'en a pas particulièrement retenu mon attention. Alors, peut-être pour sortir de cet entretien, une autre question. Avez-vous rendu visite aux prisonniers du MRC depuis que vous êtes retourné au Cameroun? Oui, bien entendu, bien évidemment. C'était quand ça? Je n'ai pas retenu les dates. La semaine dernière, j'ai vu ceux de Douala. La semaine d'avant, ceux de Yaoundé. Je n'ai pas encore été à Bafoussam où il y a un militant qui est en prison. Mais oui, bien entendu. Vous avez des nouvelles de Madame Ossomo? Madame Ossomo. Qui est Madame Ossomo? Elle est membre du parti, militante. Vous savez, on est 12 000 hein, au dernier compte. Au dernier, non, pas dernier, mais à un moment, il y avait 12 000 personnes encartées MRC. Malheureusement, je ne les connais pas toutes par leur nom. Alors, quel est le sentiment qui vous a habité lorsque vous êtes parti en prison? Celui de payer le prix de l'engagement qui est le mien. C'était quand je suis allée en prison pour voir les autres. Ah, d'accord. Parce que quand vous présentez comme ça, je suis revenue. Oui, voilà. Présenté comme ça, je suis revenue. Oui. C'était difficile. C'était difficile et je me suis rendu compte que c'est toujours plus difficile pour ceux qui sont dehors. Quand j'étais en prison moi-même, ça me faisait plaisir de recevoir de la visite, mais à partir du moment où j'avais accepté ma condition, j'avais pas de problème à les voir arriver, pas de problème à les voir partir. Quand vous venez en visite, c'est un déchirement de les voir partir, de sortir et de voir que la porte se referme sur eux. C'était difficile. Et c'est difficile aussi parce que ils vivent dans l'incertitude et je sais ce que c'est. Les procédures, alors celle de Bafoussam, ça y est, ça a démarré devant la cour d'appel. À Yaoundé, on a transmis le dossier à la cour d'appel et on espère une date d'audience pour bientôt. Mais à Douala, on n'arrive pas à faire avancer la procédure. On a
un blocage inexplicable au niveau de la cour d'appel de Douala, dont vraiment, j'aimerais bien appeler le président de la cour d'appel à nous expliquer ou à se secouer ou à secouer ses équipes parce que ces retards sont totalement inexplicables. Alors. Donc, ils vivent dans l'incertitude et c'est cette incertitude qui est préjudiciable. Je crois que c'est important de temps en temps d'aller les voir pour leur parler de leur dossier. Et c'est aussi un peu pour ça que je suis allée les voir. Alors, dans le sillage de vos visites dans les prisons en vue de rencontrer les prisonniers, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer ne serait-ce qu'un seul cadre du parti? Alors, un cadre du parti en détention ou un cadre du parti en détention, en prison? J'ai vu notamment de Monsieur Olivier Bebounissac. Oui, bien sûr que j'ai vu Olivier. J'ai vu Olivier, j'ai vu Pascal, j'ai vu Alain, bien entendu. Ça ne serait pas aller voir les prisonniers si je les voyais pas. Eux, ce sont des personnes dont je suis particulièrement proche. Les autres militants, nous sommes amis politiques. Mais il y en a beaucoup qui me voyaient pour la première fois, qui pouvaient me serrer la main. Parce qu'on vient de villes, de régions totalement différentes. À Douala, j'ai vu quelqu'un dont je suis aussi un peu proche, c'est Salomon Béas, et j'ai vu tous les autres. Mais bien entendu que je les ai vus. Alors, Maître Michel Ndoki, que répondez-vous à ceux qui estiment que le MRC est un parti de la pensée unique et un parti ethno-tribal? Qu'ils devraient écouter votre émission. On vient de passer un certain temps là à démontrer qu'il y a plusieurs pensées qui se rencontrent. Et en ce qui concerne le tribalisme, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ils devraient écouter votre émission. La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais Douala. Mamadou Mouta était de Tokombéré, Emmanuel Sim de la région de Banen, Roger Justin Noah du centre, Tyrian Noah du centre, Christopher Ndong du nord-ouest, Tabby Johnson du sud-ouest, qui d'autre vous voulez que je cite? Okala, Ebodé Thierry du centre. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Hein. Comme je vous ai dit, il y a 10 000 personnes encartées. Je pensais quand même pas que c'est... Je sais même pas... tout le village Baham qui a pris une carte... Alors, après que Maurice Kamto soit devenu président, parce que une chose qu'on passe volontiers sous silence, et je trouve ça dommage, la plupart des fondateurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne viennent pas de l'Ouest. Hein. Les gens qui ont rédigé les statuts, je ne vais pas redonner leur nom ici, mais ils se reconnaîtront, oui. Ne sont pas du tout de l'Ouest. Parmi les rédacteurs, je crois qu'Alain Foguet était le seul il y en avait peut-être 2, qui venaient de l'Ouest sur une équipe de plus de 10 personnes. Maurice Kamto a été choisi pour devenir le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'époque, justement pour ne pas donner l'impression que le parti était ethnocentré au centre du pays. Hein, chez les Betty, Wekang, je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent qu'on les appelle maintenant. Donc, c'est une légende que notre parti est ethnocentré et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici et c'est une des raisons pour lesquelles j'espère devenir président du MRC. Le travail que nous ferons à ce moment-là fera taire définitivement cette perception, j'en suis sûr. Alors, nous allons sortir de cette émission avec cette dernière question. Maître Michel Ndoki, êtes-vous déjà parvenu à convaincre un nombre conséquent de membres au sein du parti pour la constitution de votre liste? Oui. En réalité, j'ai même envie de vous dire que c'est eux qui m'ont convaincu. On n'a pas discuté très clairement de ma déclaration. Il fallait que le chemin se fasse dans ma tête. Mais il est clair que j'arrive là où j'en suis aujourd'hui, portée par quelque chose que j'ai constaté, pas l'inverse. Je n'essaye pas d'initier un mouvement progressiste, contestataire, etc., au sein du MRC. J'essaye de porter une voix que je crois être la voix la plus importante en termes de nombre au sein du parti et qui est une voix qu'on n'entend pas suffisamment jusqu'ici. Maître Michel Ndoki, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci pour cet entretien, c'était charmant.
À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de 7 minutes pour convaincre. Prenons rendez-vous pour une autre édition avec un visage majeur, pour une très belle émission. Elle était Mère Michel Ndoki, vice-présidente du groupe des femmes du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À très bientôt.